Bonjour, je m'appelle Frédéric Méran, je suis le directeur du Cerium et je vous souhaite la bienvenue à Arrêt sur le monde en version toujours chez vous. À l'aube des présidentielles américaines, nos voisins du Sud semblent plus désunis que jamais. Mais ces divisions ne datent pas d'hier et nous verrons que les élections du passé peuvent nous en apprendre beaucoup sur le climat social qui règne aujourd'hui. On en parle aujourd'hui avec François Furstenberg, qui est professeur d'histoire à l'Université Johns Hopkins aux États-Unis, qui est aussi un ancien professeur de l'Université de Montréal. Bonjour François et bienvenue à Arrêt sur le monde. Merci, bonjour Frédéric. Alors, tout d'abord, à chaque élection, on nous parle des divisions au sein de la population américaine, du mythe des deux Amériques. D'un côté, une Amérique profonde, républicaine, conservatrice, de l'autre, une Amérique des métropoles démocrates. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de perspective historique sur cette division? Alors, les États-Unis ont toujours été un pays divisé culturellement, divisé politiquement, divisé ethniquement. C'est un mélange, comme le Canada d'ailleurs, de beaucoup de pays et de flux migratoires. Quelque chose qui est pour moi assez nouveau d'aujourd'hui, c'est que ces clivages culturels et ces clivages politiques s'arriment de plus en plus. C'est-à-dire que on peut voir, on dit, je crois que ça devient de plus en plus vrai avec chaque année qui passe, qu'il y a effectivement, comme vous l'avez dit dans votre question, deux Amériques, un Amérique républicain, blanc, rural, et l'autre qui est de plus en plus mélangé racialement, ethniquement, qui est ancré dans les villes et sur les côtes. Ça ne correspond pas parfaitement aux États, parce qu'il y a beaucoup d'États qui on n'a qu'à penser à l'État de New York, par exemple, avec la plus grande métropole de la ville de New York, mais d'autres parties de l'État qui sont très rurales, assez républicains aussi. On pourrait dire la même chose pour le Maine, qui n'est pas très loin de chez nous. Donc, beaucoup d'États sont divisés au sein de chaque État, mais ce qui est très différent, c'est que ce clivage est républicain-démocrate. Alors, ça c'est avec la grande transformation des années, avec le Reagan Revolution essentiellement, quelque chose qui a commencé, on peut dire, aux années 60 et qui a continué jusqu'aux années 90 et qui devient, je pense, qui commence vraiment à aggraver les tensions politiques d'une manière où les partis politiques, les alliances, les coalitions au sein de chaque parti ne peuvent plus faire face à ces clivages, ne peuvent plus répondre vraiment à ces clivages culturels et politiques. Alors justement, vous avez mentionné Reagan et on dit souvent que Donald Trump est en rupture avec les présidents des décennies récentes, mais y compris les présidents républicains. Alors qu'est-ce que le phénomène Trump nous apprend sur l'évolution, pas seulement de la politique américaine, mais du Parti républicain à proprement parler? La question elle est compliquée et je crois qu'il n'y a pas juste une perspective là-dessus. Je dirais pour des fins politiques, c'est-à-dire si on est démocrate et on s'attaque à Trump, ou même si il y a ces républicains maintenant, des Never Trumpers qui sont ardemment contre Trump, ça devient un argument politique assez efficace de dire que Trump est une trahison des traditions politiques et culturelles, des normes américaines. Des normes politiques aux États-Unis et que en fait il faut faire un retour vers un parti républicain qui était plus centriste, qui avait plus de patriotisme, qui pouvait mettre les intérêts partisans de côté pour l'intérêt national. Et je crois qu'on peut voir ça comme un argument assez efficace. Et c'est d'ailleurs l'argument que Biden sort beaucoup. Il dit souvent qu'il veut travailler de manière bipartisane. Qu'il aimerait faire un retour vers une culture politique que lui connaissait quand il était plus jeune et où il y avait la possibilité de travailler entre démocrates et républicains. Je dirais que ma perspective là-dessus est un peu différente. Elle est qu'on voit que Trump est pour moi vraiment l'évolution
de changements, de transformations qui ont été assez graduels et qui ont commencé. Je reviendrai vers cette chronologie que j'avais évoquée tout à l'heure, les années 60, 70 et qui ont accéléré avec Reagan. Mais dans lequel on voit le Parti républicain devenir de plus en plus orienté vers la droite, de plus en plus, je dirais, extrémiste, qui abandonne les principes de centrisme et de travail avec les opposants, qui de plus en plus voient l'opposition non pas comme une sorte d'opposition loyale, mais comme des gens qui sont anti-américains, anti-patriotiques, presque des ennemis, les ennemis de la nation. Et ça devient une guerre culturelle greffée sur une guerre partisane. Et on le voit, pour moi, la preuve, c'est que essentiellement tout le Parti républicain suit Trump avec ses politiques. Et on le voit juste de l'actualité avec cette bataille qui s'en vient pour la Cour suprême. Alors, Ruth Bader Ginsburg vient d'être décédée, et puis et on va voir maintenant que c'est non pas Trump, mais c'est Mitch McConnell qui va pousser pour la faire remplacer d'ici la fin de l'année, ou avant ou juste après l'élection. Alors, on est quand même on ne peut pas dire que tout ça, c'est la faute de Trump, et si on arrivait à retourner vers un passé antérieur, tout irait mieux. Pour moi, on a vu une transformation graduelle au sein du Parti républicain depuis quelque temps. Alors justement, sur cette guerre culturelle, on sait que le Parti républicain laboure depuis plusieurs années les questions culturelles, mais aussi raciales, pour mobiliser son électorat. En même temps, Donald Trump, on a dit que sa victoire en 2016 avait reposé en partie sur sa capacité à aller chercher un électorat qui n'était pas l'électorat républicain traditionnel, qui était l'électorat, par exemple, ouvrier du Midwest, autrefois acquis au Parti démocrate. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que la question raciale va être dominante dans cette élection, ou est-ce que ce sont encore des questions plutôt socio-économiques, par exemple, liées à la mondialisation, qui vont s'imposer dans cette campagne électorale? Les questions raciales sont assez primordiales dans cette élection. Je crois que là aussi, c'est quelque chose dans laquelle je vois Trump en continuité avec des mouvements au sein du Parti républicain. Il y avait, ça fait longtemps, c'est vraiment depuis le mouvement pour les droits civiques, depuis la disparition des démocrates dans le Sud, enfin la dominance du Parti démocrate dans le Sud, que le Parti républicain a fait appel de plus en plus à un racisme aux États-Unis, vers un racisme blanc aux États-Unis. Et puis, ce qui distingue Trump pour moi, c'est que depuis les années 60, ce racisme a été assez caché. Il fallait parler de manière codée. Et enfin, je pourrais vous parler de ça pendant quelques temps, mais ça faisait appel à des principes, que ce soit states' rights, le droit des États, que ce soit anti-gouvernement, anti-welfare state. Souvent, c'était un appel vers un racisme mais codé. Alors Trump est quelque chose de nouveau. Le racisme dans les discours de Trump est assez ouvert. La xénophobie est assez ouverte. Et il a commencé sa campagne en critiquant l'immigration, en critiquant les Mexicains, en les parlant de rapists. Et pendant Charlottesville, il a parlé de ces néo-nazis comme des personnes honorables. Donc, de plus en plus, dans le discours de Trump, on voit une appropriation d'un racisme assez ouvert. Alors, est-ce que c'est en opposition à des questions socio-économiques, des questions de mondialisation? Je crois que les questions sont liées, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais pour beaucoup de gens, pour cette classe ouvrière blanche dans le Midwest, on parle
essentiellement des Reagan Republicans. C'est la même couche socio-économique dont on parlait il y a depuis 30 ans maintenant. Et je crois qu'on pourrait dire que le racisme fait plus appel ou devient plus attirant pour certaines personnes lorsque on est dans des périodes de crise socio-économique ou lorsque les pressions socio-économiques sont aggravées. Donc, je crois que pour moi, ce n'est pas un choix entre l'un ou l'autre ou une perspective ou l'autre, c'est la façon dont ces choses se mélangent. À mon avis, si on avait, évidemment, on peut pas faire l'expérience, mais si on n'avait pas vu depuis toute une génération ces extrêmes d'inégalités qui se grandissent aux États-Unis, peut-être que faire appel au racisme serait moins productif politiquement, serait moins efficace politiquement. On ne peut pas savoir. Alors, François Filtenberg, vous êtes un historien, notamment du 19e siècle américain. Vous avez beaucoup écrit sur le sujet. Et quand on regarde ce qui se passe dans cette campagne électorale, on ne peut pas ne pas penser à la période 1860. Il y a les déboulonnages, donc l'héritage de l'esclavagisme qui est remis en question. En même temps, il y a ces appels au racisme dont vous avez parlé. Et il y a une contestation par certains de la légitimité même du processus électoral, y compris par le président des États-Unis lui-même, Donald Trump. Est-ce que vous pensez que ce parallèle historique entre la période, on va dire, de la guerre civile américaine ou pré-guerre civile nous apprend des choses sur la situation des États-Unis en ce moment? Sans doute, les parallèles historiques sont jamais exacts et on peut pas trop se fier là-dessus. Mais pour moi, on voit il y a des parallèles assez frappantes et assez importantes et intéressantes. Numéro un, c'était la question avec laquelle vous avez commencé, un peu ces clivages qui sont entre une Amérique républicaine et une Amérique démocrate. C'est un clivage de plus en plus géographique qui fait appel d'ailleurs aux cartes géographiques de la guerre civile, de cette élection de 1860, le Sud qui vote d'un parti, à l'époque c'était le Parti démocrate, et le Nord à l'époque républicain. Maintenant on voit ça s'est retourné et c'est le Nord qui vote essentiellement démocrate et le Sud républicain. Donc ces clivages géographiques, le Ouest faisait pas vraiment partie des États-Unis, avait pas aucun poids important. Il y avait quelques États à l'époque, mais aucun poids important. Mais donc les choses sont différentes bien sûr, mais la corrélation entre des clivages politiques et géographiques sont très intéressantes et font appel à une histoire du passé. Je crois aussi que le sens, ce dont je faisais référence tout à l'heure, qui est de plus en plus partagé des deux côtés du spectre politique, c'est-à-dire pour beaucoup d'Américains qui opposent Trump, c'est non seulement, c'est pas juste un président qui s'est fait élire malgré des différences d'opinion, c'est quelqu'un de profondément illégitime. Et on a vu ça à travers plusieurs expériences, que ce soit avec la Russie qui aurait aidé l'élection de Trump, que ce soit avec le collège électoral qui fait qu'il est président malgré sa défaite dans le vote populaire qui a été le cas en 2016. Trump est un président illégitime. Et je crois que pour beaucoup d'Américains, de l'autre côté du spectre politique, si Biden gagne en 2020, ça sera aussi une victoire illégitime. Ça sera fait il aurait triché par les votes, par la fraude dans le vote, par les mail-in ballots, ces scrutins qui ont été envoyés par la poste, qui auraient été trichés. Et quel que soit le résultat de l'élection en 2020, il va avoir un énorme pourcentage du pays qui va voir le président comme quelqu'un de illégitime. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très, très longtemps, je dirais. Et ça remet en question l'intégrité politique des États-Unis d'une manière qu'on n'a pas vue depuis très, très longtemps. Effectivement, je ne sais pas, de 1860, effectivement, est une façon de voir ça. Alors, quel sera le résultat? Je dirais, dernière chose qui, pour moi, est un parallèle, c'est que le compromis constitutionnel, si on veut le voir comme ça, c'est que les fondements de la Constitution, des accords de la Constitution sont de plus en plus remis en question, que ce soit par la Cour suprême, ce dont on parlait tout à l'heure,
Je crois que si Trump et le Sénat arrivent à nommer, à remplacer Ginsburg d'ici l'élection, et si par la suite Biden devient président en janvier, il va avoir maintenant, je pense qu'il va avoir un mouvement pour ajouter 2 membres à la Cour suprême. Ça va passer de 9 à 11 éventuellement, peut-être. Je ne sais pas si ça va réussir, mais je crois que ça, c'est quelque chose, ça, c'est un changement dans les traditions constitutionnelles qu'on n'a pas vu depuis beaucoup de temps. Que ce soit, je crois qu'il y aura également Roosevelt, un mouvement. non? Comment? Depuis Roosevelt, sauf erreur. Roosevelt a tenté, il a échoué. Il a échoué. C'est pas depuis le 19e siècle qu'on a vu le nombre de membres de la Cour suprême changer. On va voir également, je crois, des tentatives d'ajouter des États, Porto Rico ou Washington DC, quelque chose qu'on n'a pas fait depuis plus d'un demi-siècle. Donc, je crois que certains fondements, le collège électoral remis en question encore une fois, je crois. Alors, c'est pas seulement quel sera le résultat de l'élection, mais je crois qu'on risque de voir des tentatives de transformer les bases structurelles de la vie politique elle-même. Et ça aussi, ça c'est quelque chose qu'on a vu manifestement pendant la guerre civile et notamment là après la guerre civile avec les amendements à la Constitution après la guerre civile qui ont profondément changé le sens de la Constitution. Et on pourrait... Il est impossible, moi je suis historien, je ne peux pas voir dans l'avenir, je suis très mauvais à ça d'ailleurs, mais il est tout à fait possible qu'on entre dans une nouvelle période où il y a des transformations structurelles à la vie politique américaine. Alors peut-être une dernière question, rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et horrible à poser à un historien, mais à votre avis, est-ce que Donald Trump aura été le révélateur d'une désunion profonde des États-Unis ou est-ce qu'il l'a accéléré, voire provoqué? Est-ce qu'il a été la cause ou l'effet finalement de cette désunion? Moi, je vois Trump comme une symptôme d'un malaise profond aux États-Unis. Un homme comme Trump ne devient pas président s'il y a des problèmes assez graves, s'il y a et je crois que on peut voir ça comme... Pour moi, il y a des causes structurelles qui sont beaucoup plus profondes et qui datent de beaucoup plus loin. Numéro 1, le clivage économique entre les inégalités croissantes entre riches et pauvres et cette fameuse classe moyenne américaine dont tout le monde avait espéré rentrer, qui disparaît de plus en plus. Une transformation raciale aux États-Unis. On a des taux d'immigration qu'on n'avait pas vus depuis un siècle qui changent. Les États-Unis vont bientôt être, c'est déjà le cas dans plusieurs États, mais vont bientôt être un pays où les Blancs ne sont plus une majorité. Et ça, on voit les effets de ça et la réponse à ça. Et il y a donc des changements au niveau de genre, de changements culturels. Les protestants n'ont pas l'ascendance qu'ils avaient tout à l'heure. Alors, il y a des transformations politiques très profondes qui ont comme résultat, pour moi, c'est comme ça que je vois la situation actuelle, qui sont en train de déchirer le pays et qui, pour moi, Trump donc révèle, si vous voulez, ces malaises au sein de la culture, au sein de la société, au sein de la culture politique américaine. Mais c'est sûr qu'il les a aggravés aussi, il les a accélérés en même temps. Donc voilà, c'est impossible de dire quel sera le résultat de tout ça, si on va faire un retour dans une autre version ou si ça va continuer à accélérer dans les années qui viennent. François Fustenberg, c'est tout le temps que nous avions. Merci de nous avoir donné un aperçu de ce à quoi ressemble un séminaire avec vous à l'Université Johns Hopkins, en français en plus. Nous allons maintenant nous quitter, chers auditeurs, chères auditrices. Ça conclut notre émission Arrêt sur le monde. On formule toujours chez nous. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Un grand merci à l'équipe technique, aux recherchistes, au Cerium, à l'Agence France Presse, à Savoir Média et à la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal qui nous permettent quelques instants de faire un arrêt sur le monde. Au revoir et à la prochaine.